Bonsoir, le jour tombe. Du beau avant le solstice. 20e nuit, la patience et la servante. Bonsoir, le jour tombe. Le jour tombe comme un rideau à la fin du spectacle. Mais les théâtres sont fermés, pas de rideau, tout juste une patience, une longue patience. Une patience, oui, c'est le nom du rideau de fond de scène, celui qui permet éventuellement de masquer le mur. Et la nuit tombée est cette patience, ce fond noir qui attend qu'on l'illumine. Et au centre de la scène du théâtre, quand tout le monde est parti, brille la servante, cette ampoule simple et nue fixée sur un portant, qu'on laisse allumer la nuit pour les techniciens. La servante, comme un tabernacle sans Dieu dans l'église du Verbe. La servante, étoile au rideau de la patience noire, lueur dans la nuit du silence, en attendant le retour des mots, un jour prochain, un domani, comme disent les Italiens. Patience, mes amis, patience. Et pour patienter, ce soir, un texte de théâtre. J'aurais bien sûr pu choisir un extrait de La Servante d'Olivier Py, ce texte qui fait le tour de l'horloge et se joue pendant 24 heures, et qui fut son premier coup d'éclat à Avignon en 1995. Un texte qui incarne la transmission de la parole, le théâtre comme veilleuse dans la nuit humaine. Mais j'avais envie, puisqu'il est question ici de nuit, de me replonger dans le célèbre texte de Bernard-Marie Coltès, Dans la solitude des champs de coton, texte qui date de 1986. Un texte magique, à la langue merveilleuse et incantatoire, hypnotique, qui m'avait cueilli et fasciné dès la première lecture, à l'âge de 17 ans, et que j'aime toujours autant aujourd'hui, sans doute parce que j'ai du mal à expliquer son mystère. C'est un texte de nuit, entre chien et loup, dans l'espace trouble du crépuscule, un dialogue entre le dealer et le client, un texte qui parle de désir, de séduction, de drague, de transaction, mais aussi de sentiments, de mépris, de violence, un texte où affleure dans l'homme ce qu'il y a d'animal, et surtout un texte universel et poétique, irréductible à une seule interprétation. Je voudrais donc vous lire ce soir les premières pages de l'échange entre le dealer et le client. Un incipit précise. Un deal est une transaction commerciale portant sur des valeurs prohibées ou strictement contrôlées et qui se conclut dans des espaces neutres, indéfinis et non prévus à cet usage, entre pourvoyeur et quémandeur, par entente tacite, signe conventionnel ou conversation à double sens, dans le but de contourner les risques de trahison et d'escroquerie qu'une telle opération implique, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, indépendamment des heures d'ouverture réglementaires des lieux de commerce homologués, mais plutôt aux heures de fermeture de ceux-ci. Le dealer. Si vous marchez dehors à cette heure et en ce lieu, c'est que vous désirez quelque chose que vous n'avez pas, et cette chose, moi, je peux vous la fournir. Car si je suis à cette place depuis plus longtemps que vous et pour plus longtemps que vous, et que même cette heure qui est celle des rapports sauvages entre les hommes et les animaux ne m'en chasse pas, c'est que j'ai ce qu'il faut pour satisfaire le désir qui passe devant moi. Et c'est comme un poids dont il faut que je me débarrasse sur quiconque, homme ou animal, qui passe devant moi. C'est pourquoi je m'approche de vous, malgré l'heure qui est celle où d'ordinaire l'homme et l'animal se jettent sauvagement l'un sur l'autre. Je m'approche, moi, de vous, les mains ouvertes et les paumes tournées vers vous, avec l'humilité de celui qui propose face à celui qui achète, avec l'humilité de celui qui possède face à celui qui désire. Et je vois votre désir comme on voit une lumière qui s'allume à une fenêtre tout en haut d'un immeuble dans le crépuscule. Je m'approche de vous comme le crépuscule approche cette première lumière, doucement, respectueusement, presque affectueusement,
laissant tout en bas dans la rue l'animal et l'homme tirer sur leurs laisses et se montrer sauvagement les dents. Non pas que j'aie deviné ce que vous pouvez désirer, ni que je sois pressé de le connaître, car le désir d'un acheteur est la plus mélancolique chose qui soit, qu'on contemple comme un petit secret qui ne demande qu'à être percé, et qu'on prend son temps avant de percer, comme un cadeau que l'on reçoit emballé, et dont on prend son temps à tirer la ficelle. Mais c'est que j'ai moi-même désiré, depuis le temps que je suis à cette place, tout ce que tout homme ou animal peut désirer à cette heure d'obscurité, et qui le fait sortir hors de chez lui malgré les grognements sauvages des animaux insatisfaits et des hommes insatisfaits. Voilà pourquoi je sais, mieux que l'acheteur inquiet qui garde encore un temps son mystère, comme une petite vierge élevée pour être putain, que ce que vous me demanderez, je l'ai déjà, et qu'il vous suffit, à vous, sans vous sentir blessé de l'apparente injustice qu'il y a à être le demandeur face à celui qui propose, de me le demander. Puisqu'il n'y a pas de vraie injustice sur cette terre, autre que l'injustice de la terre elle-même, qui est stérile par le froid ou stérile par le chaud, et rarement fertile par le doux mélange du chaud et du froid, il n'y a pas d'injustice pour qui marche sur la même portion de terre soumise au même froid ou au même chaud ou au même doux mélange, et tout homme ou animal qui peut regarder un autre homme ou animal dans les yeux est son égal, car il marche sur la même ligne fine et plate des latitudes, esclave des mêmes froids et des mêmes chaleurs, riche de même et de même pauvre, et la seule frontière qui existe est celle entre l'acheteur et le vendeur. Mais incertaine, tous deux possédant le désir et l'objet du désir, à la fois creux et saillis, avec moins d'injustice encore qu'il y a à être mâle ou femelle parmi les hommes ou les animaux. C'est pourquoi j'emprunte provisoirement l'humilité et je vous prête l'arrogance, afin que l'on nous distingue l'un de l'autre à cette heure qui est inéluctablement la même pour vous et pour moi. Dites-moi donc, Vierge mélancolique, en ce moment où grognent sourdement hommes et animaux, dites-moi les choses que vous désirez et que je peux vous fournir, et je vous la fournirai doucement, presque respectueusement, peut-être avec affection. Puis, après avoir comblé le creux et aplani les monts qui sont en nous, nous nous éloignerons l'un de l'autre, en équilibre sur le mince et plat fil de notre latitude, satisfaits au milieu des hommes et des animaux, insatisfaits d'être hommes et insatisfaits d'être animaux. Mais ne me demandez pas de deviner votre désir. Je serais obligé d'énumérer tout ce que je possède pour satisfaire ceux qui passent devant moi depuis le temps que je suis ici, et le temps qui serait nécessaire à cette énumération dessécherait mon cœur et fatiguerait sans doute votre espoir. Le client. Je ne marche pas en un certain endroit et à une certaine heure. Je marche tout court, allant d'un point à l'autre pour affaires privées qui se traitent en ces points et non pas en parcours. Je ne connais aucun crépuscule ni aucune sorte de désir et je veux ignorer les accidents de mon parcours. J'allais de cette fenêtre éclairée derrière moi, là-haut, à cette autre fenêtre éclairée, là-bas devant moi, selon une ligne bien droite qui passe à travers vous parce que vous vous y êtes délibérément placé. Or, il n'existe aucun moyen qui permette à qui se rend d'une hauteur à une autre hauteur d'éviter de descendre pour devoir remonter ensuite, avec l'absurdité de deux mouvements qui s'annulent et le risque entre les deux d'écraser à chaque pas les déchets jetés par la fenêtre. Plus on habite haut, plus l'espace est sain, mais plus la chute est dure. Et lorsque l'ascenseur vous a déposé en bas, il vous condamne à marcher au milieu de tout ce dont on n'a pas voulu là-haut, au milieu d'un tas de souvenirs pourrissants, comme au restaurant lorsqu'un garçon vous fait la note et énumère à vos oreilles écœurées tous les plats que vous digérez déjà depuis longtemps. Il aurait d'ailleurs fallu que l'obscurité fût plus épaisse encore, et que je ne puisse rien apercevoir de votre visage. Alors j'aurais peut-être pu me tromper sur la légitimité de votre présence et de l'écart que vous faisiez pour vous placer sur mon chemin et, à mon tour, faire un écart qui s'accommodât au vôtre, mais que l'obscurité serait assez épaisse pour vous faire paraître moins obscur qu'elle.
Il n'est pas de nuit sans lune qui ne paraisse être midi si vous vous y promenez. Et ce midi-là me montre assez que ce n'est pas le hasard des ascenseurs qui vous a placé ici, mais une imprescriptible loi de pesanteur qui vous est propre, que vous portez visible sur les épaules comme un sac, et qui vous attache à cette heure, en ce lieu, d'où vous évaluez en soupirant la hauteur des immeubles. Quant à ce que je désire, s'il était quelque désir dont je puisse me souvenir ici, dans l'obscurité du crépuscule, au milieu de grognements d'animaux dont on n'aperçoit même pas la queue, outre ce très certain désir que j'ai de vous voir laisser tomber l'humilité et que vous ne me fassiez pas cadeau de l'arrogance, car si j'ai quelque faiblesse pour l'arrogance, je hais l'humilité chez moi et chez les autres, et cet échange me déplaît. Ce que je désirerais, vous ne l'auriez certainement pas. Mon désir, s'il en est un, si je vous l'exprimais, brûlerait votre visage, vous ferait retirer les mains avec un cri, et vous vous enfuiriez dans l'obscurité comme un chien qui court si vite qu'on n'en aperçoit pas la queue. Mais non, le trouble de ce lieu et de cette heure me fait oublier si j'ai jamais eu quelque désir que je pourrais me rappeler. Non, je n'en ai pas plus que d'offres à vous faire, et il va bien falloir que vous fassiez un écart pour que je n'en ai pas à faire, que vous déménagiez de l'axe que je suivais, que vous vous annuliez, car cette lumière là-haut, en haut de l'immeuble dont s'approche l'obscurité, continue imperturbablement de briller. Elle troue cette obscurité, comme une allumette enflammée troue le chiffon qui prétend l'étouffer. Le dealer. Vous avez raison de penser que je ne descends de nulle part et que je n'ai nulle intention de monter, mais vous auriez tort de croire que j'en éprouve du regret. J'évite les ascenseurs comme un chien évite l'eau. Non pas qu'ils refusent de m'ouvrir leurs portes, ni que je répugne à m'y enfermer, mais les ascenseurs en mouvement me chatouillent et j'y perds ma dignité. Et si j'aime être chatouillé, j'aime pouvoir ne plus l'être dès que ma dignité l'exige. Il en est des ascenseurs comme de certaines drogues, trop d'usage vous rend flottant, jamais monté, jamais descendu, prenant des lignes courbes pour des lignes droites et glaçant le feu en son centre. Pourtant, depuis le temps que je suis à cette place, je sais reconnaître les flammes qui, de loin, derrière les vitres, semblent glacées comme des crépuscules d'hiver, mais dont il suffit de s'approcher, doucement, peut-être affectueusement, pour se souvenir qu'il n'est point de lueur définitivement froide, et mon but n'est pas de vous éteindre, mais de vous abriter du vent, et de sécher l'humidité de l'heure à la chaleur de cette flamme. Car, quoi que vous en disiez, la ligne sur laquelle vous marchiez, de droite peut-être qu'elle était, est devenue tordue lorsque vous m'avez aperçu, et j'ai saisi le moment précis où vous m'avez aperçu, par le moment précis où votre chemin devint courbe, et non pas courbe pour vous éloigner de moi, mais courbe pour venir à moi, sinon nous ne serions jamais rencontrés. Mais vous vous seriez éloigné de moi davantage, car vous marchiez à la vitesse de celui qui se déplace d'un point à un autre, et je ne vous aurais jamais rattrapé, car je ne me déplace que lentement, tranquillement, presque immobilement, de la démarche de celui qui ne va pas d'un point à un autre, mais qui, à une place invariable, guette celui qui passe devant lui et attend qu'il modifie légèrement son parcours. Et si je dis que vous fîtes une courbe et que sans doute vous allez prétendre que c'était un écart pour m'éviter, et que j'affirmerai en réponse que ce fut un mouvement pour vous rapprocher, sans doute est-ce parce qu'en fin de compte vous n'avez point dévié, que toute ligne droite n'existe que relativement à un plan, que nous bougeons selon deux plans distincts, et qu'en toute fin de compte n'existe que le fait que vous m'avez regardé et que j'ai intercepté ce regard, ou l'inverse, et que, partant, d'absolu qu'elle était, la ligne sur laquelle vous vous déplaciez est devenue relative et complexe, ni droite, ni courbe, mais fatale. C'était un extrait de Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Coltès. Je vous donne rendez-vous demain pour le dernier épisode de Du beau avant le solstice. Bonne nuit, dormez bien, ou bien veillez, jusqu'à l'aube, jusqu'à demain, jusqu'à midi. Bonne nuit, bonne nuit.